bienvenue à ce premier Mon Petit Entretien, ce premier rendez-vous livresque de la session hiver 2013-2023. Ça arrive quand on a des perspectives historiques comme ça. Bref, très content donc que vous soyez là parce que cette première rencontre amorce une série de rencontres tout au long du mois de février. Simplement pour en profiter un peu, sachez que déjà la semaine prochaine, il y en aura 2 autres, dont un le mardi 14 février, animé par mon collègue Jean-Pascal Larrain. On va recevoir un politologue à l'Université de Montréal, Pierre Martin. On va parler des États-Unis de Donald Trump. Et on va recevoir dans une semaine, jour pour jour, donc mercredi prochain, le maire de Laval, Stéphane Boyer. Il va y avoir une animation par ma collègue Louise Levac en géographie et aussi avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Alors, donc, de belles rencontres. Pour ceux et celles dont c'est la première expérience de Mon Petit Entretien, je vous situe sur le déroulement. Alors, c'est un entretien, c'est un échange, c'est une causerie avec un invité. Et ça tourne toujours, évidemment, à chaque fois qu'on a un Mon Petit Entretien, ça tourne autour d'une production livresque, d'une production littéraire. Et cette semaine, c'est un ouvrage qui s'intitule La faute à Pablo Escobar. Le titre est assez coup de poing et vous allez voir que le contenu le sera tout autant. Alors, dans le déroulement, on va prendre peut-être, mon invité et moi, à peu près une 50aine de minutes pour tourner autour un petit peu de certains contenus relatifs à la Colombie, à ce personnage un peu particulier qu'est Pablo Escobar. Et une fois que ça c'est terminé, ce qu'on vous suggère, c'est de vous diriger vers le micro pour poser des questions à notre invité, sachant que notre invité peut répondre à passablement de questions, non pas seulement sur la Colombie, mais aussi sur toute l'Amérique latine. Et donc, n'oubliez pas, restez bien en place jusqu'à la toute fin parce que ça se termine toujours par un sympathique tirage. Donc, 3 parmi vous, vous allez avoir peut-être la chance de gagner un exemplaire de cet ouvrage absolument fascinant, donc La faute à Pablo Escobar. Et si jamais vous ne le gagnez pas, vous avez vu que sur votre chaise, il y a des petits coupons. Ça vous donne le droit d'avoir une réduction de 25 % pour les 2 prochaines semaines à la librairie coopérative. Et ça vaut vraiment le coup. Alors, puisque la table est mise, ouvrons, si vous voulez, cette activité spéciale. C'est vraiment un privilège et c'est vraiment un honneur que de recevoir aujourd'hui le grand journaliste, le grand correspondant à l'étranger, Jean-Michel Leprince. Jean-Michel Leprince est journaliste attaché votre TUC depuis 1973. Donc, si mon calcul est bon, c'est un demi-siècle de journalisme. Alors, Jean-Michel Leprince a commencé sa carrière comme journaliste sur l'axe Montréal, Toronto, Ottawa, en partie. Et il a été par la suite, et je saute un peu des années parce que ça pourrait être long, mais il a été correspondant à Washington. Et à partir de son poste à Washington, ça lui a permis justement de sillonner en partie le monde, mais particulièrement l'Amérique latine. Alors, vous avez peut-être vu, au fil des ans, des reportages de Jean-Michel Leprince diffusés au téléjournal. Certains de ma génération ont eu le grand privilège de pouvoir visionner des reportages de Jean-Michel Leprince dans des émissions qui, malheureusement, ont disparu. C'est un message que je passe. Comme Zone Libre, comme Une heure sur Terre, et ça vaudrait la peine que Radio-Canada puisse reprogrammer ses rendez-vous internationaux. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, Jean-Michel Leprince, quand je vous dis qu'il a une passion pour l'Amérique latine, alors en 1994, c'est lui qui va ouvrir le bureau pour Radio-Canada en Amérique latine, le bureau à Mexico. Et Jean-Michel Leprince, il a fait littéralement presque toute l'Amérique latine. Et je pense que je me trompe pas tellement. Alors, c'est beaucoup le Mexique, c'est Cuba, c'est Haïti, c'est l'Équateur, c'est le Brésil, c'est la Colombie, c'est le Venezuela et c'est le Pérou. Et justement, puisque je dis le Pérou, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a quelques jours à peine, ce grand journaliste était au Pérou, était à Lima, en train de couvrir une situation politique assez particulière, assez explosive. Et avant d'en arriver à l'ouvrage autour de Pablo Escobar et de la Colombie, qui est un pays véritablement fascinant,
j'aimerais demander à Jean-Michel Leprince, juste pendant quelques secondes, de nous situer sur cette crise qui, depuis décembre 2022 au Pérou, agite cette scène politique, donc avec la destitution du président Pedro Castillo, l'arrivée au pouvoir de sa vice-présidente Dina Boluarte, et les gens sont dans la rue, les gens manifestent, et affrontement avec les forces de l'ordre. Donc, dans un premier temps, merci Jean-Michel Leprince d'être au Cégep. Édouard Montpetit. Un plaisir. Et voilà, je vous rembarque dans l'avion et je vous replonge à Lima pour quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au Pérou? Alors, ce qui se passe, c'est une crise politique d'abord qui remonte à beaucoup plus loin que ça. Là. En 6 ans, en 4 ans, on peut dire que le Pérou a vu passer, en 4 ans, a vu passer 6 présidents dont la plupart ont été destitués et certains d'entre eux sont en prison. Leurs prédécesseurs ont été accusés, souvent condamnés. Un se trouve en exil aux États-Unis, Toledo, il est recherché. Un autre s'est suicidé, Alan Garcia, qui était président 2 fois. Leur présidence a été un désastre parce que, dans le fond, les institutions péruviennes sont assez faibles. Le Congrès, en particulier, est composé en ce moment de 120 partis politiques. Ça se bat dans tous les sens. Et le Congrès a un pouvoir assez étonnant de destituer un président facilement, de porter des accusations de corruption surtout, qui bien souvent sont bien fondées. Alors, le dernier président à être élu il y a 1 an et demi, je pense, c'était Pedro Castillo. Ce qui était intéressant, c'est qu'il est indigène, il n'est pas quechua, il est de Cajamarca du nord du Pérou. Moi, je pensais qu'il était du sud, je me suis trompé. Il ne parle pas quechua, même si son ethnie parle quechua, mais il est perçu par la majorité indigène du Pérou, qui est très forte, très grande, en particulier dans le sud, donc des vrais quechua descendants des Incas et des Aymara aussi près de la Bolivie, lac Titicaca. Pedro Castillo était perçu comme leur président, les représentait vraiment pour la première fois, même s'il y a eu avant des présidents plutôt indigènes comme Alejandro Toledo, mais il était plutôt mestizo, pas perçu comme tel. Et l'autre, c'était Ollanta Humala, qui était un militaire. Alors, indigène, oui, mais militaire, ça prenait le dessus. Celui-là, Pedro Castillo, les gens s'y retrouvaient, même si il a été, pour le peu de temps qu'il est au pouvoir, un mauvais président. Il a passé, je pense, 5 cabinets, des démissions, des accusations de corruption, de népotisme dans son cas, et puis après ça, cette destitution. Alors, ça a été le déclencheur de la crise politique qu'on connaît. Les gens sont sortis spontanément dans la rue. Les gens du Sud sont montés, quand j'étais là, en masse vers Lima pour manifester dans la capitale. Et en fait, ce qu'on a voulu savoir en allant là-bas, c'est d'abord couvrir l'actualité au jour le jour, les manifestations, les bagarres. Il y a eu des morts à ce moment-là. Il y avait 40 et quelques morts, mais dans le sud du Pérou, où la police était armée, contrairement à Lima, où elle n'était pas armée. On peut se demander pourquoi. Donc, c'était un moment privilégié pour y aller, mais surtout expliquer le fond de la crise. Parce que la crise politique, c'était juste le déclencheur, mais dans le fond, il y a un conflit entre Lima et le reste du pays. Le reste du pays qui alimente Lima en richesse, minerais toutes sortes, gaz, de Cusco en particulier, produits agricoles. Toute la nourriture vient de l'extérieur. Lima, c'est un désert, donc il n'y a rien qui pousse. Donc tout ça, ça vient de la campagne. Et ce qui retourne dans les régions en termes d'investissement, c'est presque rien, et on le voit sur le terrain dans le manque d'infrastructures, de retombées économiques. Par exemple, moi je suis allé à Cusco parce que c'est le seul aéroport qui a été réouvert pendant 3 jours, donc je suis allé juste au début de la réouverture et je suis parti avant que ça referme. Et là, la tâche, ce qu'on m'a demandé de faire, et ce que je voulais faire, c'était d'expliquer le fond, le mécontentement, d'où venait ce mécontentement. Et là, donc, à Cusco, j'ai cherché avec des bons contacts et on m'a finalement fait connaître la famille du manifestant, d'un leader d'agriculteurs qui a été tué pendant la grande manifestation du 11 janvier à Cusco. Il a été visé et tué d'une balle de fusil, on ne sait pas pourquoi, mais c'était un des 40 et quelques morts à l'époque. Donc j'ai pu aller dans sa famille en deuil, même un peu plus d'une semaine après. Et j'ai trouvé une famille assez extraordinaire qui m'a expliqué ce que
le pourquoi du mécontentement. Une famille au départ d'agriculteurs, 6 enfants, mais tous éduqués, ingénieurs, anthropologues. Celui qui a été tué était comptable. Donc, des gens qui se sont sortis de la misère par l'éducation, et ça, c'est général dans ces régions-là. Et après, on continuait à travailler la terre. C'est comme sacré chez eux. Il y a une relation avec la terre, la terre-mère, il vous dirait, qui est presque mythique. Donc, l'attachement à la terre, et aussi cette sensation d'aliénation et de mépris des élites politiques, économiques de Lima envers les régions et eux en particulier. Alors c'est le fond du mécontentement, et ça dure. Ce qu'ils veulent, c'est de nouvelles élections, un nouveau congrès, parce que le congrès est discrédité par tout le monde, ça c'est clair. Les politiciens sont perçus comme des corrompus, et c'est pas faux. Et là, la présidence est occupée par la vice-présidente de Pedro Castillo, qui s'appelle Dina Boluarte, et elle est contestée. Elle n'est pas reconnue par les gens du Sud, ni d'ailleurs, et les gens réclament sa démission parce que ça provoquerait automatiquement des élections. Le Congrès serait obligé d'organiser des élections. Elle ne veut pas démissionner, elle s'obstine, et le Congrès, lui, ne veut pas déclencher des élections, parce que c'est beaucoup de postes de représentants au Congrès qui sont peut-être pas lucratifs en soi, mais qui donnent énormément de pouvoir à ces gens-là, qui peuvent en retirer des bénéfices par leur lien avec toutes sortes de secteurs de la société. Alors, ça dure, elle se persiste à ne pas démissionner. Ce qui est gênant pour le gouvernement et ceux qui s'opposent aux manifestants, c'est qu'ils ne trouvent pas de leader. On essaye en ce moment d'associer les manifestants au terrorisme, en remontant à l'époque du Sentier lumineux, qui avait fait des milliers de morts. C'était une guerre civile à l'époque sous Alberto Fujimori. Il a gagné, le Sentier lumineux a été éradiqué, le chef est mort en prison, etc. Mais là, on essaye de raviver cette peur du terrorisme. On cherche des leaders, il n'y en a pas, pour faire un lien avec le Sentier lumineux, qui n'existe pratiquement plus, ou peut-être. Alors, on en est là, et c'est bloqué. Et puis, vous regarderez tous les jours, il y a des manifestations. Il y a moins de morts. Je pense que la police a arrêté de tirer dans les régions. À Lima, elle s'est comportée de façon respectable, moi, je trouve. Mais la crise continue, et je ne vois pas comment ça va finir, ni quand. Alors, voilà donc une première petite fenêtre ouverte sur l'Amérique latine, partie évidemment de notre vaste continent américain qu'on néglige. Ça, c'est sûr, on s'en était parlé un petit peu avant, et je pense que la rencontre aujourd'hui a surtout l'objectif de mettre un peu plus de lumière sur l'Amérique latine. Alors, venons-en à l'objet principal, si vous voulez, de cette rencontre aujourd'hui. La faute à Pablo Escobar. C'est un ouvrage, je vous dis, je suis un grand lecteur, comme mes collègues aussi. C'est un ouvrage qui m'a absolument renversé parce que j'y ai appris une tonne de choses. Mais il y a une originalité derrière cet ouvrage, La faute à Pablo Escobar, publié chez Leméac. Peut-être que Jean-Michel Leprince, a priori, vous pourriez peut-être situer la facture de cet ouvrage. Qu'est-ce qui a mené à cette construction, à cette structure? Et vous allez voir que c'est assez particulier. Et ce, pourquoi d'ailleurs? On a sur votre gauche un écran ici, parce qu'il y a un site web, et vous allez voir que l'ouvrage comme tel, le livre, répond en partie aussi à des reportages télé. Alors voilà, on met la table. Alors, à l'origine de ça, c'est qu'en 2010, l'Université Columbia à New York a approché Radio-Canada parce qu'il cherchait un journaliste qui pourrait être candidat pour le prix Mariamus Cabot à ce moment-là. Donc, Radio-Canada a sélectionné 10 reportages, présenté ça à New York, et en 2010, je n'ai pas eu le prix, mais l'année suivante, on m'a contacté en me disant repostuler, parce que là, il y avait trop de monde, fait que j'ai sélectionné moi-même 10 autres reportages. Donc là, j'avais un bassin de 20 reportages sur plusieurs années, plusieurs pays. Et évidemment, c'était ceux que je considérais les meilleurs. Et à revoir ces reportages et à les montrer à d'autres gens, on se disait tous, mais qu'est-ce qu'il arrive de ces reportages? Ils sont aux archives à Radio-Can, et après, on en fait quoi? On les revoit comment? Alors, comment les retrouver? Bon, est-ce qu'on fait une page web? Est-ce qu'on fait un site YouTube ou une page YouTube? Finalement, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, à force de les regarder, bon, j'ai pensé à la Colombie d'abord, parce que c'était mon premier accès à l'Amérique latine. C'est un pays fascinant, c'est clair.
aussi ce qui s'y passait, c'était assez brutal, interpellant, que bon, c'est intéressant. Et là, je me suis dit, ces reportages, je sais pas moi, 30 ans après, 20 ans après, ils tiennent la route. Et puis, c'est comme une photo d'époque de ce qui se passait au moment où on y est allé. Donc, on a fait beaucoup de voyages à partir d'Ottawa au début, après Washington, etc., couvrir toutes sortes de choses. Et ces reportages faisaient comme une trame historique. Dans chaque reportage, il y a déjà un contexte, parce qu'on le donnait toujours. Mais là, après, je me suis pris au jeu. Il fallait que j'actualise, que je donne plus de contexte dans l'histoire que j'avais dans le reportage, et ensuite que je fasse un suivi. Donc, tel personnage, qu'est-il arrivé de lui, etc. Donc là, je me suis pris au jeu à faire des recherches, et puis j'avais pas l'intention d'écrire un bouquin aussi épais que ça. Ouais, ça fait tout près de 450 pages. Ouais, mais il y a des illustrations, puis il y a tout ça. Enfin, bon, moi, je visais moins de 300, mais ça s'est accumulé. Puis, l'éditeur m'a dit au début, oh là, il y a 40 pages de trop. Puis à la fin, je leur ai fait remarquer, mais vous avez enlevé quoi? Finalement, rien. Donc, alors c'est ça, je me suis pris un petit peu au jeu. Et ces reportages forment le squelette du livre, la trame d'une histoire qu'on a vue et que j'ai transmis à un public canadien, québécois. Et à partir de là, c'est une tranche de l'histoire de la Colombie vue par Radio-Canada et par moi sur les 37 ans. Alors, c'est la démarche. Et puis, tant qu'à avoir les reportages sous la main, pourquoi pas les rendre disponibles. Et là, j'ai demandé au service d'Internet de Radio-Canada de m'aider à faire une page web. Et puis, ils m'ont dit, aucun problème. Ils ont fait ça très rapidement et de bonne volonté. Et c'est d'ailleurs un peu ce que ça donne, parce qu'on ira à l'occasion cet après-midi visionner quelques extraits, parce que évidemment il y en a plusieurs. Alors voyez-vous, vous pourrez aller d'ailleurs après cette rencontre sur le site de Radio-Canada, Escobar. Vous avez juste à... Oui, Radio-Canada, Escobar. Escobar, puis vous allez avoir accès à plusieurs reportages de Jean-Michel Leprince, et vous allez voir toute une histoire nationale aussi défiler. Alors, je reviens peut-être un petit peu à la Colombie. C'est vrai que c'est un pays fascinant. Vous vous êtes pris d'affection pour la Colombie, oui, entre autres, pas juste pour la Colombie, mais particulièrement pour la Colombie. Pour le bénéfice de nos étudiantes et de nos étudiants, en lisant votre bouquin, j'ai pu attacher des fils historiques aussi, parce que certains de mes collègues connaissent bien l'histoire de la Colombie. On fait référence à la violencia, avec l'assassinat du sénateur Gaitán en 1948, si je ne me trompe pas, mais oui, vous évoquez le grand Simon Bolivar, donc l'origine même de la Colombie, et que les prémices de la violence s'y trouvent d'une certaine façon. Pourriez-vous peut-être éclairer l'auditoire? Moi, je dirais que les prémices de la violence étaient déjà là avant, sous la colonie espagnole. La domination espagnole en Amérique latine, c'est pas unique à la Colombie, c'est valable pour le Mexique, pour le Pérou. Justement, l'héritage est encore là de la colonisation espagnole, qui a été particulièrement brutale et raciste en passant. Donc, arrivent les guerres de libération. En fait, c'est Napoléon qui, en envahissant l'Espagne et le Portugal, a déclenché les mouvements indépendantistes dans ces pays-là, puisque l'Espagne perdait son emprise sur ses colonies. Donc là, les mouvements ont commencé. Et au fil des années, tous les pays se sont rebellés. Donc l'indépendance de ces pays-là s'est faite dans la violence, très grande violence. Et Simón Bolívar a été le grand leader de ce qu'il voulait faire, accomplir, c'est la Grande Colombie. Lui, c'est un propriétaire terrien du Venezuela, mais son idée, c'était de faire un seul pays, de faire les États-Unis de l'Amérique du Sud, de la Colombie. Donc, il a libéré, on l'appelle le Libertador, c'est pas pour rien, il a libéré le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur du joug espagnol. Alors, après ça, donc, Bolivar avait des tendances peut-être un petit peu autoritaristes. Il a été contesté, et en particulier en Colombie, où il a été perçu comme trop centralisateur, et son adjoint, donc le numéro 2 à l'époque, Francisco Francisco, le deuxième prénom m'échappe, Francisco de Santander était le vice-président de la Grande Colombie.
Et là, il y a eu comme une révolte de Santander. Bolivar l'a fait capturer, l'a condamné à mort, l'a gracié ensuite. Bref, c'était le schisme. Donc, ce qu'il est resté en Colombie, mais ce qui s'est produit, c'est la fragmentation de ce rêve de Bolivar qui était d'unir cette partie de l'Amérique du Sud. Et chaque pays avait son originalité culturelle, etc. Donc, il y a eu une fragmentation. Le Pérou s'est dissocié. Le Venezuela, Bolivar est retourné au Venezuela, mais il est mort en chemin à Santa Marta. Bref, et Santander est devenu le premier président de la Colombie. Mais c'est resté la Colombie telle qu'on la connaît maintenant. Donc déjà, on était parti dans la violence. Et après ça, c'est 200 ans pratiquement de guerre civile en Colombie. Ça n'a pas cessé. Et surtout, il y a eu la guerre des 1000 jours, les années m'échappent, et après ça, on tombe dans la violencia, des luttes entre partis politiques classiques, conservateurs contre libéraux. Alors, Bolivar, c'était les conservateurs, Santander, c'était plutôt les libéraux, avec ce que ça implique, c'est comme ici, hein, les conservateurs plus catholiques, les autres plus anticléricaux, donc ça n'a pas aidé. Et ces guerres-là, ont donné lieu à des massacres et ça n'a jamais cessé. L'autre facteur, c'est la géographie de la Colombie, qui fait en sorte que le pouvoir central installé à Bogota, à 2600 mètres d'altitude, avec à l'époque, jusqu'à récemment, le seul accès pour les marchandises et les biens, c'était les mules. Il n'y a pas de route, il y a des chemins. Et donc, le pouvoir central à Bogota n'a jamais pu exercer son contrôle sur la totalité du pays. Il y a 2 cordillères, les Andes sont faites de 2 cordillères absolument immenses, gigantesques, infranchissables. On vient de creuser un des tunnels. Là, récemment, on a inauguré un tunnel qui dans un autre pays, aurait été fait depuis longtemps. Il n'y a pas de route, etc. Et puis, au milieu de ça, vous avez un grand fleuve qui est un peu le Mississippi à l'envers. Le Rio Magdalena, où tout entrait en Colombie et sortait par le Rio Magdalena, avec des géographies très différentes. D'autres montagnes au nord, les montagnes de Santa Marta, de la jungle au sud et à l'est, de la jungle épaisse, c'est l'Amazonie. Et tout ça, c'est des territoires fantastiques pour une guérilla, par exemple. Une guérilla ou des narcotrafics, quand, grâce à Pablo Escobar, ce négoce a fleuri. Donc, manque de contrôle d'un gouvernement central sur toutes sortes de régions qui devenaient les fiefs de caciques, de seigneurs ou de bandits. Et c'est encore comme ça maintenant. Medellín, par exemple, c'est autre chose. Medellín et Bogota sont deux choses vraiment différentes, même si les communications sont plus faciles maintenant. Et il y a quelque chose de paradoxal, évidemment, dans l'histoire colombienne, parce que c'est un volcan de violence comme tel, mais comparativement à d'autres pays d'Amérique latine, et vous le racontez d'ailleurs dans le bouquin, c'est une démocratie d'exception, oui, même qui est évidemment imparfaite, parce qu'il n'y a eu qu'un seul dictateur militaire dans l'histoire de la Colombie, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Oui, c'est une anomalie, et il a vite passé. Et là donc, c'est un pays effectivement démocratique, le seul qu'il a toujours été pratiquement, si on enlève ces quelques années, mais une démocratie évidemment imparfaite, parce que, d'abord, jusqu'à maintenant, très peu de gens votent en Colombie. Souvent, plus de la moitié de la population ne vote pas. Donc, les gens ne s'y reconnaissent pas. Le taux de pauvreté est immense. Là, en ce moment, après la Covid et tout, on pense que c'est 40% de la Colombie qui est retombée dans la pauvreté. La grande partie des emplois sont dans l'économie informelle. Donc, c'est les gens qui ne sont pas intéressés spécialement à la politique. Et donc, les élections nationales sont soumises à des puissances locales ou régionales qui font finalement ce qu'elles veulent et exportent à Bogota, au Parlement, au Congrès, leurs représentants. Mais oui, effectivement, c'est une démocratie et avec une économie qui, malgré tout, fonctionne bien. C'est probablement la plus stable et la plus prospère et régulière d'Amérique latine. Mais bon, il y a 2 Colombies. Il y a une Colombie qui fonctionne bien, comme il y a 2 Mexiques, une Colombie qui fonctionne bien et l'autre qui végète et qui monte et descend selon les fortunes de l'économie globale et colombienne. Je reviens sur les origines, en quelque sorte, de la Colombie avec le grand libérateur, donc Bolivar. Mais j'ai fait allusion à la violencia. Donc, ça, c'est un événement, évidemment, capital dans l'histoire de la Colombie qui survient au milieu du 20e siècle. C'est un assassinat. Et les assassinats
j'ose un peu une expression qui est un peu brutale, mais c'est pratiquement un sport en Colombie, les assassinats politiques. Et il y a un sénateur extrêmement populaire qui va se faire assassiner et qui déclenche une des périodes justement les plus violentes. Est-ce qu'on peut bien situer tout ça? C'est le Bogotazo s'appelle, le coup de Bogota. Et donc l'assassinat de ce candidat, il allait être candidat à la présidence, c'est sûr, Gaëtan, a déclenché une violence qui a duré, je ne sais plus combien de semaines, c'est assez court, mais ça a ravagé Bogota d'abord et le reste du pays. Et ça a déclenché un mouvement de violence, encore une fois, conservateur contre libéraux, qui a duré jusque dans les années 60, avec des massacres absolument sanglants, cruels, de tous bords. Alors, pendant cette violencia-là, il y a encore des régions, des zones qui étaient soumises à des petits chefs. Beaucoup étaient des bandoleros, des bandits. Et les narcos actuels, les guerrilleros actuels sont un peu issus de ces bandoleros. Les FARC, on peut même dire que c'est un peu le même mouvement, sauf qu'il était politique, d'inspiration cubaine, parce que c'était 1964, donc il y avait le modèle de Fidel Castro. Donc, mais les autres, c'était plutôt du banditisme que de la politique. Après ça, les FARC, on pourra en parler si vous voulez, se sont livrés au banditisme aussi en adoptant les méthodes de Pablo Escobar et en se finançant largement avec la drogue. Et c'est sûr qu'on va revenir, on va parler des Forces armées révolutionnaires colombiennes. Donc, c'est un groupe de guerrilleros. C'est un des groupes, d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres aussi. Mais on va en reparler peut-être aussi un petit peu plus tard. Et là, on vient de parler de la violence des individus, la violence des hommes, la violence des femmes. Mais il y a aussi la violence de la nature. Et la première fois que vous mettez les pieds en Colombie, donc son premier reportage, votre premier reportage, c'est en novembre 1985. Il y a une éruption volcanique. Et là, vous êtes dépêché, vous arrivez pour la première fois de votre vie, donc en sol colombien. Je pense que ça vaut la peine peut-être qu'on montre votre premier reportage. Ah ben d'accord. On peut peut-être faire ça. Alors, on va essayer d'installer tout ça. Ça devrait bien fonctionner. Vous devriez bien entendre tout ça. Je vous ramène, je m'excuse, Monsieur le Prince, c'est 40 ans presque en arrière. Okay. Donc, ben oui, exact. Ça passe vite. Ainsi va la vie. Alors, il y a une quarantaine d'années, donc, le Nevado del Ruiz. Merci. Donc, est en éruption et c'est une catastrophe. Vous voyez ce qui survient présentement en Turquie et en Syrie avec le tremblement de terre. Ben, les populations, évidemment, sont complètement bousculées. Alors, je vous le présente. Allons-y, en espérant que tout fonctionne, évidemment, très bien. Les opérations de sauvetage par hélicoptère ont battu leur plein toute la journée, mais elles se sont considérablement ralenties. Les responsables des opérations estimaient en soirée qu'il restait de 50 à 100 personnes encore à arracher à la boue. La difficulté, distinguer les morts des vivants et récupérer ceux qui sont sous les arbres. Cette petite fille a lutté pendant plus de 59 heures avant d'être finalement extirpée de la boue. Elle devait malheureusement décéder par la suite. À 30 km, le volcan Nevado del Ruiz, impossible à distinguer à cause des nuages, a menacé à nouveau. Il a craché en fin d'après-midi. Des villages ont été évacués de crainte d'autres avalanches. On redoute aussi la première coulée de lave. Les autorités ce soir multiplient les mises en garde au public, doublées d'appels au calme. L'aide étrangère est arrivée en masse. La presse colombienne parlait d'une aide colossale. Un Hercule du Canada, entre autres, est arrivé sur les lieux avec à son bord du matériel et de l'équipement de sauvetage. La Colombie du président Bettencourt, ici avec l'ambassadeur du Canada, a demandé des experts canadiens en séismologie. Toutes les populations des zones sinistrées ont pu aujourd'hui, après de longues attentes, obtenir enfin de la nourriture, des ustensiles et surtout de l'eau potable parce que la leur est contaminée. Tous ont perdu des parents. Cet avocat de Bogota est venu chercher son frère. Il est sûr qu'à présent, il est mort. Cet homme cherche 17 des siens. Lui aussi est résigné. Les morts sont enterrés dans des fosses communes et les cercueils ensuite sont réutilisés. Dans la boue, les équipes plongent des sondes et vont rechercher les corps. Dans les 3 hôpitaux improvisés, les blessés n'ont cessé d'affluer pour recevoir les premiers soins avant d'être évacués vers d'autres villes ou à Bogota. Le personnel, lui, a du mal à suivre. Et au moment où l'on prêtait les premiers soins, on a vu mourir pas mal de malades. Vraiment, ils ne tenaient plus. C'était vraiment très pénible.
Pour l'instant, le gros problème ici, ce sont les blessés qu'on a du mal à tous soigner. Ensuite viendront les sans-abri qu'il faut alimenter, qu'il faudra loger. Dans une semaine, disent les médecins, le gros problème, ce sera les épidémies, la typhoïde, le tétanos, surtout si, comme c'est probable, il pleut. Jean-Michel Leprince, à Guayaval, en Colombie. Premier reportage, première prise de contact avec la Colombie. C'est assez marquant, c'est assez brutal. C'était brutal, oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce premier reportage et cette éruption volcanique, il faut le rappeler, suit, je pense, j'espère ne pas me tromper, un massacre assez étonnant au palais de justice. C'est quelques jours auparavant. Oui, une semaine avant. Une semaine avant, avant cette éruption volcanique, et vous pourrez revenir sur cette éruption volcanique, il y a une prise d'otage au palais de justice de Bogota. Oui. Et qui se termine, évidemment... par un massacre total. Donc, la prise d'otage, c'est le mouvement de guérilla M19 qui a été légalisé ensuite. D'ailleurs, le président actuel, Gustavo Petro, est issu de la partie politique et non militaire du M19. Il est donc bien réhabilité, puis on peut dire qu'il a réussi. Et il n'a pas été assassiné quand il était candidat, ce qu'on redoutait. Et donc, le M19 s'empare du palais de justice. Et là, prend les juges de la Cour suprême en otage. Et là, l'armée, autorisée par le président d'époque, donne l'assaut au palais de justice avec des petits blindés. On tire au canon, etc. Et là, c'est un massacre total. Tous les guérilleros sont éliminés un par un. Tous les juges de la Cour suprême sont éliminés et par l'armée, non pas par les guérilleros, on l'a su. Et là, il y a encore aujourd'hui 11 disparus, des gens qui ont été enlevés, qu'on a vu sortir avec l'armée et envoyés quelque part, et on ne sait pas où ils sont. On a fait disparaître les disparus en Colombie. Encore maintenant, on les cherche. Donc c'était un coup assez extraordinaire. On pouvait penser une sorte de petit coup d'État militaire dans un pays qui n'en a jamais eu, alors que tout autour, les pays aux alentours étaient sous le contrôle de juntes militaires. On pense au Chili, à l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil. Et donc, ça ne s'est pas produit en Colombie. Mais le pouvoir a laissé une grande latitude à l'armée de faire ce qu'elle voulait à ce moment-là, qui était d'éliminer le M19. Bon. Et on a appris par la suite que Pablo Escobar, pour parler de lui, avait commandité à sa manière le M19, avait fourni des armes et l'avait financé pour participer à cette opération. Et la consigne était de détruire tous les documents qui pouvaient mener à une nouvelle constitution qui inclurait le principe d'extradition vers les États-Unis de narcotrafiquants. Donc, Pablo Escobar avait dit à l'époque, mieux vaut une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. Et là, et tous les cartels, Cali, etc., Medellín, se sont ralliés à cette consigne. On ne veut pas d'extradition, etc. Et Pablo Escobar, plus tard, aura gagné, puisqu'en 93, au moment où il s'est rendu et est allé en prison, le principe d'extradition avait été enlevé du projet de constitution, à la suite d'enlèvement par Pablo Escobar d'une dizaine de personnalités colombiennes. Donc, il a gagné son chantage. Il n'y a pas eu d'extradition. Il est revenu après. Il y a eu 2 morts dans l'opération et les autres otages ont été libérés. Donc, déjà, en 85, on parlait à peine de Pablo Escobar, mais en Colombie, on commençait un petit peu à se douter, à se rendre compte qu'il avait de l'influence. Et après ça, Pablo Escobar a essayé de se présenter en politique et c'est ça qui l'a perdu. Mais là, c'est une autre histoire. Mais déjà, à l'époque, derrière le palais de justice, il y avait l'ombre de Pablo Escobar, qui avait prêté d'ailleurs 2 hélicoptères qui faisait la navette pour le trafic de drogue. Il les a gentiment prêtés au service de secours pour Armero une semaine plus tard. Si bien qu'Armero, la catastrophe, a effacé ou a fait passer au second plan ce scandale énorme qui était le massacre au palais de justice. On ne parlait plus que d'Armero, effectivement, et à juste titre. Alors voilà, c'était brutal comme introduction à l'Amérique latine. C'était mon premier voyage. J'ai demandé à un patron, j'étais à Ottawa à l'époque, donc normalement on ne couvrait pas l'Amérique latine, c'était Washington. J'ai demandé plus tard à un patron pourquoi on m'avait envoyé là. Un beau matin, on m'a appelé et puis je lui ai dit, est-ce que c'est parce que je parlais un peu espagnol? Je me débrouillais. Il me dit, non, c'est parce qu'il y avait un surplus budgétaire au bureau d'Ottawa à l'époque. Alors, comme quoi, il y a des événements qui font en sorte qu'on arrive là 37 ans plus tard, quoi. Et vous venez tout juste d'ouvrir la porte à Pablo Escobar, qui est le personnage autour
le fil conducteur de votre ouvrage et d'une série de vos reportages. Je pense que la majorité d'entre nous, vous avez tous entendu parler de Pablo Escobar, mais je pense que ça vaut la peine de le recontextualiser, de situer qui est cet individu que vous avez caractérisé, si je me trompe, pas, le plus grand criminel pratiquement du 20e siècle. Ah, alors, oui. Qui est Pablo Escobar? Ah, oui. D'où vient-il? Comment a-t-il grimpé les échelons? Qu'a-t-il représenté? Ah oui, ouais, c'est une longue histoire quand même, mais il est issu d'une famille par sa mère de contrebandiers. Donc à l'époque, on faisait de la contrebande en Colombie et c'était pas mal vu spécialement, contrebande de cigarettes, de produits électroniques qu'on allait chercher dans les pays voisins, etc. Et puis à un moment donné, c'était de la contrebande de marijuana. Et Pablo Escobar s'est rendu compte, je pense le premier, qu'il y avait de l'argent à faire avec la cocaïne, qui devenait très populaire aux États-Unis. Le marijuana, c'était un petit peu dépassé, mais là, dans les couches chic de la population à New York et à Miami, la cocaïne se vendait très cher. Donc, lui faisait venir sa cocaïne du Pérou. Après, il a eu une grande complicité avec le président du Pérou, à l'époque Alberto Fujimori, dictateur, et son éminence grise Montesinos, Vladimiro Montesinos. Les deux sont en prison pour, entre autres, trafic de drogue et crimes contre l'humanité. Et donc Pablo Escobar, lui, son génie, c'était la logistique de tout ça. Le cartel de Medellín, c'était pas vraiment un cartel, c'est comme une association de petits trafiquants. Il y avait les frères Ochoa, il y avait Carlos Leder, il y en avait plusieurs comme ça, le Mexicain, le Mexicano, et c'était comme une association. Et lui, Pablo Escobar, fédérait tout ça parce qu'il assurait le transport. Donc c'est lui qui a inventé les premières avionnettes vers les États-Unis, les premiers sous-marins aussi, on les utilise encore maintenant. Et il a construit une fortune absolument gigantesque avec ça. Il a été classé au 10e rang chez Forbes, dans la revue Forbes, par la revue Forbes dans les années 85-89, je pense. Il en était très fier. Et puis après ça, il a essayé de se lancer en politique. Il est devenu suppléant d'un député par toutes sortes de magouilles et de pièges à d'autres politiciens. Et c'est ce qu'il a perdu parce que le système s'est révolté contre la présence d'un narcotrafiquant reconnu. Et il avait été arrêté une seule fois quand même à l'époque. Une seule fois où on avait son visage de détenu avec le numéro. Mais après ça, il n'a jamais plus été arrêté. Mais on savait qu'il était narcotrafiquant. Des politiciens l'ont dénoncé. Ils ont été assassinés après. Et donc là, la guerre a commencé entre Pablo Escobar et le système politique. On a commencé à assassiner des juges, des journalistes évidemment, des candidats à la présidence, Luis Carlos Galán, qui a provoqué une autre crise encore en Colombie. Il a descendu un avion. Il essayait de supprimer un adversaire. C'était avant l'assassinat de Galán. Il essayait de le supprimer en pensant qu'il était passager d'un vol Bogota-Cali. Donc il a placé une bombe dans une mallette d'un passager suicide qui ne savait pas ce qu'il transportait pour faire sauter l'avion. Donc il a fait exploser un avion au-dessus en banlieue de Bogota, tuant des centaines de personnes. Bref, c'était devenu... c'est là qu'on a inventé le terme de narcoterrorisme. Ça a été encore un grand précurseur à ce point de vue-là. Et donc, voilà, en gros, c'est sa carrière. Après avoir enlevé une dizaine de personnes, Garcia Marquez en a fait un livre excellent qui s'appelle Nouvelles d'un enlèvement. Donc, au départ, il voulait faire l'histoire de l'enlèvement en soi, à quel point c'est terrible l'enlèvement et c'est un crime impardonnable aussi. Puis il a découvert qu'il y avait un lien entre tous ces enlèvements parce que personne ne l'avait vu venir. C'était tellement la pagaille en Colombie à l'époque qu'on ne s'en rendait pas compte. Lui, plusieurs années plus tard, pas mal, s'est rendu compte que c'est Pablo Escobar qui avait fait enlever ces 10 personnages-là pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'il élimine du projet de constitution sur lequel une commission travaillait, sur lequel supprimait cette idée d'extradition vers les États-Unis. Il a libéré les otages. L'extradition a été exclue de la Constitution en 1993. Et là, il a été persuadé de se rendre à la justice. À l'époque, il pouvait s'en tirer avec peut-être 5 à 8 ans de prison s'il confessait des crimes graves, mais il n'était pas obligé de tout confesser, mais quand même suffisamment pour être condamné. Et après ça, il y avait comme une amnistie. Et alors, des collaborateurs, les frères Ochoa, se sont soumis à ça, ont fait 5 ans de prison, ont été libérés.
sans problème. Sauf qu'après, ils ont replongé, ils ont recommencé dans la drogue, donc il y en a qui se sont retrouvés en prison. Donc Escobar a voulu profiter de ça. Il s'est rendu, il avait pris soin il a négocié ça avec le gouvernement. Il a été emprisonné dans une prison qu'il a fait construire lui-même sur un terrain qu'il possédait, à travers un prête-nom. Et donc, cette prison, c'est une vraie farce. C'était un club med de la justice où il y avait tout le confort qu'il pouvait avoir, avec des visites qui entraient clandestinement par camion de prostituées, d'équipes de football qui venaient jouer là, d'orchestres connus. Bref, il a passé une bonne année là. Puis il s'est rendu compte que ça a été découvert, que c'était pas une vraie prison, et qu'il continuait à trafiquer de la drogue à partir de la prison. Donc là, il s'est enfui avec son frère Roberto, et puis ça a été la cavale. Et donc là, il y a eu 3000 hommes à ses trousses, dont la CIA, toute l'armée, la police colombienne. Finalement, ils l'ont trouvé ils l'ont achevé sur un toit de Medellín. Enfin, ils l'ont achevé, mais son fils et son frère prétendent qu'il s'est suicidé avant d'être capturé ou tué d'un coup de revolver dans l'oreille. Alors c'était en 93, et puis donc on pourrait supposer que fini Pablo Escobar, on n'en parle plus, c'est l'histoire ancienne. Mais et pour parler du titre, vous avez dit que c'était un titre coup de poing, donc j'ai eu à un moment donné des doutes. Est-ce que j'exagère? Pablo Escobar, il est mort depuis longtemps. Mais d'un autre côté, ça fait 30 ans, exactement. Oui, mais d'un autre côté, l'héritage de Pablo Escobar, et puis ce qui m'a convaincu de le garder, d'ailleurs personne ne me l'a contesté, c'est qu'en entre les deux tours de l'élection de 2022, j'ai retrouvé une source à Medellín avec laquelle j'ai parlé de ce qui se passait à Medellín, un défenseur des droits de la personne qui était menacé encore à l'époque de mort, et sa famille aussi. Et puis dans l'entrevue de lui-même, il me dit, mais Medellín, c'est comme si Pablo Escobar existait encore, mais c'est pire. Parce que c'est plus le cartel de Medellín, mais ça s'appelle la Oficina de Envigado. Envigado, c'est un quartier de Medellín où Pablo Escobar allait souvent. Il disait à sa femme, voy à la oficina, je m'en vais au bureau. Et là, il allait travailler. Enfin, il n'allait pas dans un local bien spécial, mais il allait faire ses affaires au bureau. Oui. C'est ça. Et maintenant, il existe là, Oficina de Envigado, mais on ne sait pas qui sont les chefs. C'est vraiment, mais ça existe. Donc, c'est un des cartels. Alors, c'est le cartel successeur du cartel de Medellín. Là-dessus, il y en a un autre qui s'appelle le Clan del Golfo, le clan du Golfe, qui est aussi une association plutôt paramilitaire, narcotrafiquant, c'est pas clair, qui est en concurrence et parfois alliée. Et il y a les Mexicains qui se sont rajoutés maintenant et qui contrôlent tout ce qui sort de la Colombie vers le reste du monde. Mais ce que Pablo Escobar a fait, c'est de donner un essor incroyable à la cocaïne. Voilà. Et il a transformé littéralement la Colombie. Absolument. Parce qu'à l'origine, la Colombie n'était pas propice à la culture de la coca comme telle. Non, on ne la cultivait pas. Elle poussait dans les régions andines pour des consommations indigènes, mais elle ne poussait pas. Alors, sous lui, d'abord, la coca qu'il faisait venir de Bolivie, il la transformait en Colombie. Il y avait un site qui s'appelait Narcolandia qui a été capturé à un moment donné. Et donc, on s'est rendu compte que c'était plus facile de produire la coca en Colombie, qui s'y prêtait très bien dans les Andes, c'est facile, ça pousse très très bien. Et donc, ça aussi, ça a été un début. Et là, donc, pour donner des chiffres, en 2016, au moment de la paix avec les FARC, les chiffres étaient que la Colombie produisait 50% de la coca, la feuille, et de la cocaïne du monde. Là, en 2022, les mêmes sources, Felipe Tascon, qui est maintenant expert en trafic de coca du président Gustavo Petro, m'a dit, mais là maintenant c'est plus 50%, c'est 75% de la cocaïne et de la coca du monde qui provient de Colombie. Donc voilà, ça c'est à mon avis l'héritage de Pablo Escobar. En plus, ce qu'il a transmis, c'est la manière de se financer, de devenir riche avec la cocaïne. Les FARC ont embarqué là-dedans, se finançaient par la cocaïne. Les paramilitaires aussi qui combattaient les FARC théoriquement, mais qui travaillaient pour leur compte aussi, ou le compte de grands propriétaires, se finançaient et se financent encore par la drogue. Donc c'était un grand pionnier. Puis c'est ce qu'on voit encore maintenant, c'est l'héritage de Pablo Escobar. Et en ce moment, ce qu'on voit venir, c'est une crise à cause de la cocaïne en Europe, en Hollande, en Belgique en particulier, où c'est dramatique au point qu'on voit des assassinats
comparable à ce qui se passe en Amérique latine, à cause de la drogue encore. Il y a, lorsqu'on annonce la mort de Pablo Escobar en 1993, on va aller voir un deuxième reportage, donc qui a été diffusé au téléjournal de Radio-Canada à l'époque. Alors, je vous y amène. Ça va vous permettre d'avoir une image de Pablo Escobar et vous allez voir un peu son itinéraire. Alors, et ça s'intitule « Corrida y mise à mort ». Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'espère que le son sera bon. Alors, allons-y. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. L'armée de la Colombie vient de décapiter le cartel de la 1993. drogue. Pablo Escobar a été tué cet après-midi à Medellín après une chasse à l'homme de 16 mois qui aura impliqué une escouade spéciale de 2000 soldats et policiers. En 20 ans de carrière criminelle, Escobar a inondé la planète de cocaïne et mis la Colombie à feu et à sang. Jean-Michel Leprince. Pablo Escobar, considéré comme un des plus grands criminels du XXe siècle, a été abattu sur le toit d'un immeuble commercial de Medellín, d'où il cherchait à s'enfuir après avoir ouvert le feu le premier sur les policiers. 500 d'entre eux avaient préparé une embuscade. Il a été abattu par des tireurs d'élite le lendemain de son 44e anniversaire, ainsi que son beau-frère et un troisième individu. Il avait été repéré une première fois en 1976, chargeant de la cocaïne à bord d'un avion. Arrêté à 2 reprises, il n'a jamais été poursuivi. Extraordinairement riche, il a été longtemps un homme très en vue, aimé même à Medellín pour les logements qu'il a construits pour les pauvres, son financement d'équipes de soccer. Mais on le disait responsable de l'entrée de 600 à 800 tonnes de cocaïne par an aux États-Unis. Responsable aussi de 10 ans de terreur en Colombie et de déstabilisation des gouvernements. Attentats à la bombe, destruction d'un avion en vol, meurtre de politiciens, de juges, de journalistes. On attribue à son cartel la mort de plus de 100 000 civils et 5 000 policiers. Recherché activement, il a fini par se rendre en 1991 et se négocier avec le gouvernement la construction d'une prison de luxe. C'était un marché de dupes. Il continuait à diriger son cartel de la prison. Il a fini par s'en échapper sans difficulté 1 an plus tard. Depuis sa fuite embarrassante, il y a 16 mois, 2000 hommes avaient été mobilisés pour sa capture. Il était aussi harcelé, lui et ses proches, de façon meurtrière, par une milice privée, créée par les victimes de Pablo Escobar et financée, semble-t-il, par le cartel rival de Cali, moins violent mais devenu plus efficace dans le trafic de drogue. Ces derniers jours, sa famille cherchait refuge, sans succès, en Allemagne, pour des raisons de sécurité. Jean-Michel Leprince, à Washington. Alors donc, fin évidemment dramatique pour Pablo Escobar, mais on évoque à la fin du reportage la rivalité avec le cartel de Cali. Donc, le cartel de Cali a été peut-être un peu plus rusé, un peu plus subtil. Qu'en est-il aujourd'hui de ce cartel-là? Alors, les dirigeants sont en prison. Plusieurs sont morts, mais je pense qu'il en reste un encore en prison. Et ils ont été trahis par les gouvernements colombiens qu'ils ont aidés, dont ils ont financé l'accès à la présidence. Je pense au président Ernesto Samper, qui était clairement financé par le cartel de Cali, de l'aveu même de membres du cartel. Et Samper, lui, l'a toujours nié, mais où il a dit qu'il ne savait pas. Bref, mais c'est clair, et ça a conduit à une présidence désastreuse de 4 ans qui a amené, après l'accès au pouvoir de Álvaro Uribe, qui était le pur et dur extrême droite de la politique, et qui s'est attaqué au FARC, la guérilla, en privilégiant, en aidant un peu les paramilitaires. Bref, c'est quelque chose d'un peu obscur, mais c'est une autre histoire. Donc le cartel de Cali, lui, a duré beaucoup plus longtemps parce qu'il ne pratiquait pas la même violence que Pablo Escobar. C'était plutôt les affaires, blanchir l'argent dans des entreprises rentables, viables, comme le réseau de pharmacie, la Rebaja, qui était dernièrement fermé, je pense. Enfin, il s'est passé quelque chose avec la chaîne de pharmacie. Le club de football de Cali, le club América, et j'étais là le jour où le club a été saisi par l'armée, donc ça commençait à chauffer un peu pour les gens de Cali, mais ils ont été protégés longtemps par le gouvernement. Et ensuite trahis, alors qu'on leur avait... Enfin,
les membres des frères Rodriguez, Orejuela ont soutenu qu'on leur avait promis une sorte d'impunité ou un traitement spécial. Non, ils ont été arrêtés et extradés aux États-Unis. C'est parce que le principe de l'extradition a été admis après par la Constitution colombienne. Donc il a mal fini également, mais ces gens-là ont des enfants qui sont dans les affaires, qui sont allés dans les bonnes écoles et qui passent totalement inaperçus maintenant. Alors peut-être que si on cherchait qui sont les vrais chefs de la Oficina de Envigado, ils seraient peut-être là, même chose à Cali. Et qui sont-ils? C'est pas clair, mais la différence maintenant, c'est que on arrête d'assassiner des politiciens, des juges, les journalistes, c'est autre chose, mais donc les narcotrafiquants sont plus discrets. Je me permets une question comme ça. Vous n'avez jamais eu peur en faisant vos reportages en Colombie? Pas au vraiment. Milieu des paramilitaires, au milieu de la guérilla, au milieu des cartels de drogue, il me semble que... Pas vraiment, parce qu'on ne reste pas assez longtemps. Notre voyage n'est pas prévu, pas anticipé. On ne peut pas nous attendre et on ne reste pas très longtemps. Et moi, je pense que même si des groupes criminels savent qu'on est là et que ça les embête qu'on fasse des reportages sur eux, je pense que ça les embête moins de nous ficher la paix, puis ça serait plus de problème de s'attaquer à une équipe de journalistes étrangères que d'autres choses. Vaut mieux. Puis encore une fois, on est de passage. Nous, ceux qui sont en danger, ce sont les journalistes colombiens ou cette personne que je citais, Luis Fernando Quiroga, qui a fondé un groupe de défenseurs de droits de la personne et qui est menacé à cause de ça en particulier. Depuis qu'il a dénoncé il y a 3 ans la présence des Mexicains en Colombie. Il avait raison, on reconnaît maintenant, mais alors maintenant, il ne sait pas par qui il est menacé. Si c'est par les Mexicains ou par les politiciens ou hommes d'affaires de Medellín qui étaient de mèche avec les Mexicains, bref, il sait juste qu'il est menacé. Voilà. Et vous avez évoqué à plusieurs reprises là, les groupes de guérilla. Et c'est quand même une trame de fond, ça, pour la Colombie, parce que c'est un pays qui a donné naissance, non pas à un grand mouvement de guérilla, mais à plusieurs mouvements de guérilla, et de façon très durable. Oui. Quand on pense aux forces armées révolutionnaires colombiennes, c'est plus de 50 ans de guérilla. Et il y en a toujours un groupe de guérilla à l'heure actuelle, je pense que c'est l'Armée de libération nationale, qui est toujours actif. Oui. Le M19 a été évidemment désactivé, c'est réintégré. Pouvez-vous peut-être esquisser un peu ce qu'a été et ce qu'est toujours la guérilla en Colombie, parce qu'on l'associe aussi, c'est très violent, à des enlèvements. C'est la marque de commerce d'ailleurs des forces armées révolutionnaires colombiennes, le nombre d'enlèvements et la durée des enlèvements. Ah aussi. Oui, c'est phénoménal, c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, les FARC sont les plus importants. L'ELN est venu un petit peu plus tard, et puis c'est un peu le même modèle, mais c'est le petit frère, peut-être pas aussi nuisible, mais nuisible quand même. Peut-être pas aussi porté sur les enlèvements, mais aussi les enlèvements et sur la violence encore. Avec ce groupe-là, les gouvernements, même le gouvernement précédent d'Ivan Duque, a essayé de négocier avec eux et le LN a torpillé ça tout de suite. Gustavo Petro a essayé de négocier avec eux en annonçant un cessez-le-feu bilatéral. 2 jours après, le LN, qui est toujours un mouvement de guérilla, a dit nous, on n'a jamais négocié ça, il n'y a pas de cessez-le-feu, donc là, ça repart à zéro. Et Gustavo Petro, on en parlera plus tard si vous voulez, veut négocier avec tous les belligérants, veut la paix totale. Donc, plutôt parler des FARC, parce que c'est un phénomène intéressant, ça remonte à l'histoire à 1964, oui, la Marquetalia, la fondation, etc., avec un chef charismatique, Maroulandia, même s'il n'était pas très, très cultivé, mais en tout cas, qui a sévi longtemps et qui, à un moment donné, a occupé une bonne partie du territoire colombien, des territoires où l'armée ne pouvait pas aller. Ça, c'était dans les années 2000. Le fait de la puissance des FARC, c'était les années 2000. Et là, j'aurais toujours à l'esprit cette vidéo qui a été tournée quand les FARC étaient en train de négocier avec le gouvernement de Pastrana, Andrés Pastrana. Dans les années 2000, ça a échoué en 2002, et là, la guerre est repartie, etc. Et là, donc, juste avant que ça échoue, les FARC occupaient un territoire qu'on leur avait cédé
qui était aussi vaste que la Suisse. Ce qui n'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Et donc, il contrôlait, il gouvernait ce territoire avec tout ce que ça impliquait les paysans, tout en pratiquant le trafic de drogue de la même façon. Et Ingrid Betancourt était candidate à la présidence à l'époque. Elle fait partie de ces politiciens, journalistes, diplomates qui sont allés rendre visite à Marulanda dans cette zone, dans le Caqueta, pour rencontrer les leaders des FARC, parce que tout le monde pensait que les FARC voulaient sincèrement négocier la paix. Et Ingrid Betancourt a interpellé les FARC leur disant mais vous n'avez pas honte, vous vous êtes lancé dans la guérilla pour des principes de défendre les paysans, défendre les pauvres, etc. Puis vous vous livrez à des enlèvements et à du trafic de drogue. Et là, c'était les trois chefs étaient là, le Monroy, Marulanda, puis le troisième, Ivan Marquez, je pense. Et là, alors, elle secouait les puces, là, et elle n'était pas contente. Et puis, à un moment donné, elle dit si ça se trouve, vous allez m'enlever. Et puis, une semaine plus tard, elle était effectivement enlevée. Une fois que les négociations étaient rompues, elle a voulu visiter la zone proche de l'ancienne zone des FARC. Et puis, elle s'est fait capturer. Elle est restée en prison elle est restée emprisonnée, captive pendant 6 ans. Et si vous voulez lire un roman sur la captivité, lisez-le. C'est une brique comme ça, mais ça se lit. Mais alors, comme un polar, ça s'appelle Même si le silence a une fin. Et voilà, donc les FARC, non seulement se livraient au trafic de drogue, c'était clair, se finançaient comme ça, mais ont enlevé des milliers de personnes. Alors il y avait ceux qui étaient les éléments politiques, comme Ingrid Betancourt, des sénateurs, des membres du Congrès qui ont été enlevés, des policiers, des militaires. Ça, c'était les otages politiques. Et puis, il y en avait d'autres, des milliers de personnes. On pensait que c'était des otages économiques, mais même là, les FARC n'avaient pas besoin d'échanger ces otages-là contre des fonds. Ils ont maintenu ces milliers de personnes en captivité dans des conditions exécrables, épouvantables, à la limite de les éliminer. Et il y a eu beaucoup de morts aussi. Et pour rien, pour aucun gain financier. Et les échanges politiques, les otages politiques, finalement, ça non plus, ça n'a pas marché. Et donc là, ça a été le début de la fin pour eux. Quand Andrés Pastrana a négocié avec eux, il avait négocié aussi avec Washington, Bill Clinton, ce qui a donné naissance au plan Colombia, qui prévoyait de l'aide financière américaine pour la lutte au narcotrafic théoriquement, mais qui dans les faits a servi aussi à la lutte contre les FARC. Et donc Pastrana a commencé, et après ça Álvaro Uribe a continué à renforcer l'armée, à l'équiper d'avions, de toutes sortes de moyens de lutte anti-guérilla, de telle façon que les FARC se sont réveillés un beau jour sous Uribe, à la fin d'Uribe, en se faisant massacrer un peu partout. Leur chef était décimé par des raids d'aviation, des infiltrations, et il y a eu cette libération d'Ingrid Betancourt spectaculaire, assez extraordinaire, peut-être un peu truquée, on ne sait pas. Bref, les FARC étaient à bout et ont été acculés à la négociation parce qu'ils voyaient qu'ils perdaient du terrain, ils perdaient leur chef, un par un. Ils ont été soit assassinés, Marulanda est mort d'une crise cardiaque, et puis ils sont résignés à négocier sous Juan Manuel Santos, et non pas sous Álvaro Uribe, qui ne voulait rien savoir. Lui, les aurait éliminés tous, idéalement. Et qui obtient le prix Nobel de la paix. De la paix. Alors, il faut reconnaître, moi, ça, c'est un des accomplissements les plus encourageants que j'ai vus, moi, en Colombie, c'est la réussite des négociations de Juan Manuel Santos avec les FARC. Les deux, ça a pris 6 ans, je pense, à négocier à La Havane. Ça a été compliqué. Les FARC ne voulaient rien céder. Finalement, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il fallait y arriver. Et ça a donné ces accords qui sont peut-être pas parfaits, mais qui tiennent encore, malgré tout. Et il faut arriver à les réintégrer aussi. Donc, dans les négociations des guerrilleros qui, pendant des décennies, il faut les réintégrer à la vie civile, ce qui n'est pas toujours accepté par tous les Colombiens, d'ailleurs. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, grand succès, à mon avis, de Santos. Ce qui est décourageant, c'est qu'il a voulu soumettre ça à la population. Il a organisé un référendum avant de ratifier l'accord. Et j'étais là. Et puis, tout le monde disait, facile, il va gagner. Bon, résultat, très peu de gens sont allés voter, comme d'habitude. Et il y en a qui n'ont pas pu aller voter sur la côte
Caraïbes parce qu'il y avait un ouragan, je pense, enfin une tempête à ce moment-là. Donc les gens ne sont pas préoccupés. Et le camp du non, dirigé par l'ancien président Álvaro Uribe, qui est devenu un ennemi juré de Santos, qui lui voulait la destruction des FARC jusqu'au bout, lui a réussi à torpiller le référendum, a réussi à faire sortir le vote du non, en particulier à Medellín, qui était son fief. Et le non a gagné. De très peu, mais il a gagné. Donc après ça, il a fallu renégocier quelque chose avec les FARC. Ça s'est arrangé. Et Santos a eu la sagesse de faire adopter ça par le Congrès et non pas soumettre ça à un autre référendum. Entre-temps, ce qui a aidé, c'est qu'il a eu le prix Nobel de la paix. En Norvège, la Norvège qui était un pays tiers, un pays qui a aidé à la négociation de l'accord à la Havane, a mal pris l'échec au référendum. Donc là, le comité Nobel s'est empressé de donner un prix Nobel. Donc ça l'a aidé. Il a renégocié ça. Et il a eu l'habileté de faire inscrire dans l'accord une sorte de blindage qui empêche quiconque d'éliminer des éléments de l'accord avant la 3e présidence de la République, etc. Donc, même maintenant, un président ne pourrait pas le défaire. Ce qui a fait que le successeur de Santos, Iván Duque, qui est on dit une marionnette d'Álvaro Uribe, a tout fait pour torpiller l'accord et il n'a pas réussi parce que le Congrès s'y est opposé, il avait de bonnes raisons. Mais par contre, là, comme la réinsertion des FARC dans des communautés, par exemple, moi je l'ai vu, ça s'est très mal passé parce que les fonds qui avaient été promis ne sont jamais arrivés. Et puis, on a tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc là, maintenant, avec Petro, ça au moins, ça devrait être appliqué et on devrait voir une différence. Et le temps filant, toujours beaucoup trop vite pour moi. Il y a 1001 sujets encore à aborder, notamment peut-être les paramilitaires. On pourra peut-être le faire à la période de questions, mais on vient de mentionner l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président. C'est une première dans l'histoire colombienne, où un homme de gauche accède à la présidence, donc Gustavo Petro. Et peut-être juste avant de vous donner l'espace pour aller poser des questions, et en passant, ça peut être sur la Colombie, mais ça peut être sur d'autres pays. On va aller sur le site où c'est l'épilogue et peut-être juste revenir sur l'élection de 2022. Et là, vous allez voir l'actuel président. Là, il n'était pas élu à ce moment-là, mais ça va vous donner un topo, je pense, actualisé de la situation colombienne. Alors, évidemment, il y a plusieurs reportages, je vous le rappelle. Je vous suggère fortement d'aller y jeter un œil. Alors, allons-y sur ce qui s'est passé il y a quelques mois en Colombie. Gustavo Petro devrait devenir le prochain président de la Colombie. Du moins s'il n'est pas assassiné, dans un pays qui a une longue tradition de meurtre de candidats présidentiels. Il a dû annuler des déplacements à cause de menaces de groupes narco-paramilitaires que tout le monde a pris au sérieux. Aussi, cet ancien député, sénateur, maire de Bogota, a toutes les chances de gagner, sauf si les partisans du gouvernement sortant parviennent à reporter, voire annuler l'élection. C'est ce sénateur, Rodrigo Lara, qui a sonné l'alarme. Les conservateurs du président Duque sentent la défaite. Son gouvernement est trop impopulaire. La plupart des Colombiens vivent dans l'informalité et ils n'ont pas dépensé un sou dans ces populations. Ce qui a fait que le choc a été très brutal. Et en pleine crise d'une Covid mal gérée, le président Iván Duque lance une réforme fiscale avec une TVA sur les produits alimentaires. Ces produits alimentaires, qui sont très sensibles dans une population très pauvre ou dans l'informalité, a provoqué une explosion, une crise sociale d'une dimension que nous n'avions pas vécue depuis 1948. Et ce qui a été accompagné, bien sûr, tout de suite par le surgissement des démons de notre société. Federico Gutiérrez, surnommé Fico, tente de se distancer du gouvernement sortant. Cet ancien maire de Medellín veut lutter contre l'insécurité et la pauvreté. Sin justicia social no hay seguridad. Hoy tenemos 20 millones de colombianos en situación de pobreza. Il y a 20 millions de Colombiens en situation de pauvreté, presque 40% de la population. Ingrid Betancourt, la franco-colombienne, ex-otage des FARC, décidément très impopulaire en Colombie, a renoncé à sa candidature pour soutenir Rodolfo Fernandez. Ce milliardaire populiste pourrait jouer le trouble-fête pour les deux candidats en tête. Ils veulent la paix, la réconciliation et la fondation d'un nouveau pays. Este es el nuevo país que comienza acá y eso lo vamos a hacer con mi viejo. Ce pays, dit-elle, nous allons le faire ensemble.
La paix a été faite avec la guérilla des FARC il y a 6 ans, mais elle ne règne pas. Les problèmes de base restent. Donc vous avez des zones entières du pays sans État. Vous avez des véritables archipels humains qui sont un peu partout dans le pays, qui n'ont pas d'accès aux services essentiels de l'État. Ces zones sont encore et toujours sous emprise des groupes armés, ex-FARC, ELN, paramilitaires, narcos du clan du Golfe, qui terrorisent encore des régions entières. Ces régions vont voter pour le candidat de gauche, Gustavo Petro. De violencias permanentes, de una guerra infinita, eterna, que pareciera no terminar. Il faut mettre un terme aux violences permanentes et à une guerre sans fin où des générations ont répandu leur sang. Reste à savoir à quel point les grandes villes du pays ont le même désir de paix. L'élection d'un président de gauche en Colombie serait une première dans l'histoire du pays. Au premier tour, plus probablement au second, le 19 juin. Mais il reste beaucoup d'inconnus. Des sondages peu fiables et aussi une abstention généralement très élevée ici en Colombie peuvent donner lieu à beaucoup de surprises. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Bogota. Alors donc, mise à jour, victoire de Gustavo Petro. Et pour conclure, avant de vous permettre d'ouvrir le micro dans la salle, quelles sont les chances pour Gustavo Petro de persévérer et d'arriver à ce que vous avez appelé la paix totale? On peut le souhaiter, mais compte tenu du contexte politique, social, économique et historique de la Colombie, c'est un pari impossible, mission impossible? Oh, ça va être extrêmement difficile pour lui. Je sais qu'il est obstiné, il est volontaire, il est politicien depuis assez longtemps, il a survécu à pas mal de choses, mais il a la moitié du pays contre lui, la moitié du pays qui va tout faire pour lui faire échec. Donc on peut compter là-dessus. On a parlé de l'ELN qui rechigne à négocier encore. Donc là, c'est essentiel pour la paix. Maintenant, négocier avec les narcotrafiquants, c'est là que moi je lui dis bonne chance, parce que je vois pas en quel intérêt ils auraient. En plus, si tout le monde sait qu'ils savent que Gustavo Petro est au pouvoir pour 4 ans seulement, lui sait qu'il a 2 ans pour mettre le paquet et réussir à faire quelque chose. Donc là, tous ses adversaires ont intérêt à attendre et à faire durer les choses pour que ça ne marche pas, pour que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que je suis optimiste? À mon avis, si ça avait été le candidat de droite, il ne serait rien passé, puis les accords auraient été encore plus en péril, les accords de 2016. Au moins, ceux-ci vont être respectés, c'est déjà ça. Et ça élimine quand même une bonne partie. Les ex-FARC qui sont réintégrés ou qui essayent de se réintégrer, c'est quand même beaucoup de monde. Maintenant, il y a les dissidents des FARC aussi, qui eux vivent encore du trafic de drogue, mais ils sont marginaux. À la limite, l'armée pourrait les éliminer. Le LN, c'est plus difficile. Alors, l'armée, est-ce qu'il a l'armée derrière lui? Il a fait changer l'état-major, le ministre de la Défense, évidemment. S'il avait gardé les autres avant, ça aurait été un adversaire de plus et de taille. Alors, est-ce qu'il peut utiliser l'armée pour arriver à ses fins? Il faudrait qu'il utilise la même tactique que Santos, affaiblir les adversaires suffisamment militairement pour qu'ils se résignent à négocier. Alors, c'est des défis... je dirais pas insurmontable, mais en tout cas, c'est lui qui a le plus de chances de réussir quelque chose. Dernière petite question. Sachant que c'est formidable, ce format-là, cette idée-là, y aura-t-il des suites? Alors, ouais, ça a l'air de marcher, la formule, vous avez dit que c'est original. Ouais, peut-être. J'ai de la matière pour d'autres livres. Le prochain, c'est le Mexique. Ce serait le Mexique. Je commence à travailler là-dessus. Je croule sous les documents. Mais là, je suis en train de faire le tri pour garder les meilleurs reportages, mais vraiment les meilleurs pour broder autour de ces reportages l'histoire du Mexique que j'ai vue, moi, depuis 1985 également. Et sachant que... Et j'y ai vécu en plus. Oui, c'est vrai. Et sachant qu'on est une terre d'accueil aussi pour beaucoup de gens qui viennent d'Amérique latine, j'ai comme l'impression que cette publication pourrait probablement être potentiellement intéressante pour tout le monde, en fait, parce que je reviens à ce que je disais au début, on ne s'intéresse pas suffisamment à l'Amérique latine, et je me permets de faire le commentaire. Il me semble que Radio-Canada devrait faire un effort, parce que Jean-Michel Leprince a déjà fait beaucoup, largement sa part, et j'espère qu'il y aura une relève au niveau journalistique
pour qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'Amérique du Sud, à l'Amérique centrale, à l'Amérique latine. Oui, parce qu'il faut pousser, il faut insister. Il y a des routes toutes tracées, comme des ornières en information, pas seulement Radio-Canada. J'ai parlé à un journaliste de la presse. On regarde vers les États-Unis tout de suite, ce qui est parfait. On regarde ensuite vers l'Europe, ce qui est moins évident. Pourquoi plus l'Europe à ce point-là que l'Amérique latine, où beaucoup de gens vont. D'ailleurs, vous-même, vous êtes ici, vous y intéressez, c'est la preuve. Moi, j'ai l'impression que le public ici au Québec s'intéresse plus à l'Amérique latine que les patrons de presse ou même des collègues aussi journalistes qui sont dans le choix, les décisions de quelle information on privilégie, alors que évidemment le temps et les débouchés sont limités parce que vous soulignez la disparition de Zone Libre, Une heure sur Terre. Avant ça, c'était Télémag, Le Point. Bon, maintenant, le plus grand format qu'on puisse obtenir, c'est 6 à 8 minutes exceptionnellement au téléjournal. Donc, c'est le seul débouché pour des reportages internationaux à Radio-Canada en ce moment, alors qu'avant, on peut les voir, des reportages qui font 20, 40 minutes avec du contenu qui vaut la peine. Donc là, il y a un vide, il y a un manque. J'ai soulevé la question avec mes patrons, directrices d'information. Elle est d'accord, mais elle dit que les ressources qu'on a maintenant, c'est pas possible. Alors donc, sans plus tarder, je vous cède cette fois-ci la parole. Alors, toutes les questions seront les bienvenues, il ne faut pas se gêner. On a évoqué le Mexique, on a parlé beaucoup évidemment de la Colombie, on a parlé aussi un petit peu du Pérou. Alors, ce que je vous demanderais, c'est peut-être de vous diriger vers le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Ça peut être aussi sur les relations ou la place des États-Unis en Amérique latine. Et ensuite de ça, donc, ne disparaissez pas parce que je vous ai annoncé un tirage. Et ceux et celles qui remporteront un exemplaire, vous viendrez le faire dédicacer par notre auteur invité. Alors, peut-être une première question, Catherine? Bonjour. Bonjour. Donc, professeur de géographie, donc peut-être sur un des aspects en lien avec la géographie, mais aussi avec les narcotrafiquants, on pourrait estimer à peu près à quel pourcentage de la forêt amazonienne en Équateur a été coupée dans le but de cultiver les feuilles de coca? En forêt amazonienne, je ne suis pas sûr que ce soit le climat et le terrain idéal pour la coca. Pour les guérillas, c'est parfait. Mais pour la coca, c'est plus les régions montagneuses. Il y a une région que j'ai visitée en 2016 et je voulais y retourner en 2022, mais on m'a découragé en me disant que c'était pas prudent parce que là où les FARC contrôlaient le terrain, maintenant c'est n'importe quoi, tout le monde s'entretue. C'est la région du Caucase. Donc, Caucase, c'est le sud de la cordillère occidentale. C'est les montagnes assez élevées déjà. Et il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mais alors, la coca, c'est parfait. Ils arrivent à faire 2 récoltes par an. Donc, c'est beaucoup des régions comme ça. Notre région qui est proche de l'équateur maintenant, le nom m'échappe, mais ça aussi, c'est une autre région, une grosse source. Le pourcentage, c'est peut-être pas si énorme que ça, mais c'est intensif. C'est des monocultures. Il faudrait que je vérifie la superficie. Et justement, sur ceux qui cultivent la feuille de coca, est-ce que ce sont, par exemple, des agriculteurs locaux qui ont été forcés ou est-ce que c'est justement entièrement contrôlé par les narcotrafiquants? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on... Là, c'est un petit peu la pagaille. On ne sait plus, là, maintenant. C'est plutôt les groupes criminels qui contrôlent. Je vais vous reparler de la région du Cauca, qui est quand même une grande région, éloignée, perdue. Les chemins d'accès sont très difficiles. Et ça permettait justement de cultiver la coca tranquillement. Il y a eu des tentatives de substitution de culture auparavant. Je pense que c'était en 1995. Pour vous dire, il y avait une école élémentaire d'un hameau de la municipalité de Argelia, qui est immense, où je suis allé et qui a toujours été conflictuel, qui était, quand j'y suis allé en 2016, sous contrôle des FARC, ou FARC démobilisés. Et la petite école était dans une ancienne usine où il y avait encore les plaques de transformation du manioc
pour substituer à la culture. Donc l'école était là-dedans, il y avait encore la plaque, et tout autour, c'était des champs de coca. Et l'école se finançait avec la culture de la coca. Donc les parents de ces enfants-là étaient cultivateurs. Et je vous dis, c'est une monoculture. Il n'y a rien d'autre qui pousse. Peut-être un bananier ici et là et un papayer, mais pas grand-chose d'autre. Et ce sont des paysans. Et moi, j'ai vu les gamins de l'école, petit uniforme impeccable comme en ville, comme dans les écoles privées. Et puis, les familles prospères qui auraient gagné 5 à 10 fois moins d'argent s'ils avaient cultivé autre chose que de la coca. Et ce sont des paysans. Alors, à l'époque, est-ce qu'ils étaient forcés par les FARC ? Peut-être, mais les FARC leur donnaient la sécurité. Mais c'est toujours les mêmes paysans. Et maintenant, ils sont soumis aux ex-FARC, je crois que c'est le clan du Golfe aussi, là, les Mexicains. Mais oui, effectivement, c'est des paysans. Alors, pour substituer les cultures, ça prend de l'argent, d'ailleurs, parce que le kilo de coca se vend très cher. Il faudrait subventionner la culture d'autres choses. Et après, surtout, il faudrait le transporter. Il n'y a pas de route, ce sont des chemins. Et alors, c'est transformé sur place. Donc, les feuilles de coca, c'est volumineux. Mais il y a des petits laboratoires partout. Ici et là, dans les montagnes, vous voyez un labo, il y a des bâches, on sait que c'est là. J'ai failli en visiter un, avec un peu plus de temps, j'aurais pu. Et puis là, ils obtiennent la coca base, qui est raffinée après quelque part en ville. On ne sait pas où, et là, c'est plus secret. Mais les autres, les petits labos comme ça, c'était pratiquement ouvert. Et après ça, comme je disais, sortir de là avec des bananes, ça prend un camion, une route, tandis qu'avec de la coca base, déjà raffinée, ça prend une moto et puis des grandes poches. Donc, direction le Pacifique, et là, les Mexicains emmenaient le tout. Donc, c'était évident pour ces paysans-là, c'est plus que de la survie, pour eux, c'était même de vivre correctement. Merci. OK, rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut ouvrir peut-être quelque chose? Là, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être ouvrir un chapitre brésilien. Peut-être. OK. Alors, Pascal. Bon, je suis employé ici. J'ai été adopté en 1977 au Brésil sur la dictature régime militaire, par prétexte que mes parents avaient la lettre, que je pouvais l'avoir, bref. Ah oui? Oui. Ça, c'est un autre chapitre. Wow. Mais je me rends compte, en vous écoutant au début, vous avez parlé qu'en 1964, 1969, il s'est passé beaucoup de choses dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Puis j'ai retenu aussi le mot, le mécontentement des peuples. L'année passée, j'étais au Brésil pendant 3 mois et je me rends compte de ce mécontentement-là. Mais la question que je veux poser, est-ce que vous croyez à un changement à l'Amérique du Sud pour un meilleur avenir? Personnellement, de ce que j'ai vu, non. Mais j'aimerais entendre votre avis. Pour la plupart des pays, c'est mal parti, si vous voulez mon avis. Bon, à parler de la Colombie, il y a quand même un petit espoir, surtout d'un point de vue social. Le programme social de Gustavo Petro est sérieux. Lorsqu'on va lui laisser l'appliquer, à mon avis, il peut avoir assez de majorité au Congrès pour le faire passer. Bon, il y a ça. Là, le Pérou, c'est complètement bloqué. Puis, les gens se sentent vraiment, vraiment isolés, etc. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir au Brésil, parce que 4 ans de plus de Bolsonaro, ça aurait été un désastre total. Je pense en particulier à l'Amazonie. J'ai fait un récit à 3-4 jours sur les Yanomami, qui sont une trentaine de mille. J'ai revu les chiffres, il y a à peu près 30 000 mineurs illégaux dans leur territoire, qui est normalement inviolable, qui sont en train de détruire les rives des rivières, des cours d'eau, et puis de contaminer les eaux au mercure, et les Yanomami sont malades, bref. Donc là, il y a une opération de Lula, justement, pour les faire évacuer, il les laisse partir d'eux-mêmes, ce que Bolsonaro n'aurait jamais fait. Parce que lui, son père et lui, ils aimaient ça, faire leur paillage. Donc, il n'allait pas se lutter contre les... Alors, Lula, point de vue social, il a fait ses preuves dans les années 2000, 2003, 2010, je pense, 2009. Et puis, donc, on peut lui faire confiance là-dessus. Maintenant, à l'époque, il a bénéficié de conditions économiques très favorables. En 2009, 2010, ça a marché, le Brésil. Tout le monde croyait que c'était bon. Là. Pour une fois, on allait y arriver. Puis c'est retombé, et puis on en est là où on en est maintenant. Est-ce que l'économie va reprendre assez? Ça dépendait beaucoup du prix des matières premières, le fer, le soja, tout ça.
Je ne suis pas sûr que ce soit aussi favorable maintenant, mais en tout cas, moi je dirais qu'il y a de l'espoir là. Plus au sud, l'Argentine, c'est un cas, à mon avis, désespéré. Ils ont le don d'élire des politiciens corrompus et pourris. Et la vice-présidente, c'est Cristina Fernandez, qui a volé, elle et son mari, avant des milliards de dollars, détourné des milliards de dollars au pays. L'économie va mal, l'inflation est il n'y a pas longtemps, 99%. On oublie ça. Qu'est-ce qui reste? Le Chili, c'est pareil, il y a eu des manifs qui étaient assez sévères, 2019, 2020. Boric m'a l'air de quelqu'un sensé, dans le genre Lula un peu. C'est une nouvelle génération aussi. Il faut qu'il réinvente la Constitution avec le Congrès, ce qui va être capable. Sinon, les manifs vont recommencer. Là, de ce côté-là, ça va. Et le seul pays qui va bien, moi je dirais, c'est l'Uruguay. 4 millions d'habitants, économie stable, des gouvernements de coalition qui marchent. C'est progressiste même quand ça gouverne à droite. Beaucoup d'Argentins vont là parce que bon, ça marche mieux. Mais c'est 4 millions d'habitants, c'est pas gros. Le Paraguay, j'ai vu passer ça récemment, mais c'est corruption et compagnie. Ça, c'est énorme. Qu'est-ce qui reste? Le Venezuela. Bon, alors, le Venezuela, c'est une kleptocratie. Je vois, il y a 7 millions de Vénézuéliens à l'extérieur du pays. Ça parle, ça. Alors, et c'était le pays le plus riche d'Amérique latine, avec les plus grandes réserves pétrolières du monde, plus grandes que celles du Canada, sous forme de sable un peu. Alors, c'est pas mal déprimant. Le Mexique, on peut parler du Mexique aussi. Là, c'est un gouvernement autoritaire encore de López Obrador avec des méthodes populistes d'autrefois. Il est en train d'essayer de torpiller l'autorité de l'INE, l'Institut national électoral, parce qu'il ne peut pas se représenter, mais il doit espérer faire en sorte que ce sera plus facile pour ses candidats de son parti Morena de passer à la prochaine élection en 2024, s'il trafique un petit peu le système électoral qui est, à mon avis, solide au Mexique. En tout cas, c'est pas encourageant. Merci. Je pense que ça vaut la peine qu'on puisse remercier bien chaleureusement notre invité Jean-Michel Leprince de sa venue. Merci Jean-Michel Leprince.